podcast Bulletin sportif, édition hockey numéro 11. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Un autre programme bien chargé. La semaine passée, on a fait relâche par ma faute complètement, mais ceci dit, on est de retour et puis on manque rien de toute l'activité qu'il y a eu dans les 2 dernières semaines avec Denzel Carigueya. On fait le tour du hockey collégial masculin avec Léa McIntyre, évidemment. Tournée du hockey féminin, universitaire et collégial. On a eu de l'action amplement. Au niveau collégial féminin, notamment, on va parler des grosses victoires de John Abbott, 11-2, Limoilou, 10-1, mais on ne passera pas nécessairement du temps tant que ça sur ces deux victoires à sens unique. Mais on va évidemment faire le tour des éléments là, qui vont avoir attiré l'attention par rapport à des belles performances qu'on a eues, notamment des gardiennes de but qui ont fait du bon travail. Édouard Montpetit qui joue du très, très bon hockey. Et bien évidemment, on va parler, comme je le disais, de hockey universitaire Concordia. 10 victoires de suite. 5 victoires de suite aussi pour Montréal. Donc, Montréal est en train de se replacer pendant que Bishop en a perdu 4 de ses 5 dernières. Donc, un peu de mouvement au classement. Ça va être intéressant de parler de tout ça avec Léa, comme je disais. Avec Denzel, bien évidemment, on fait le tour des 2 dernières semaines, à savoir un petit peu là, les tendances, qu'est-ce qui se passe. Tedford qui est toujours en tête du classement. Mais André Laurando qui est descendu un petit peu. On a Champlain-Saint-Laurent qui joue aussi du très, très, très gros hockey. Donc, on parle de tout ça avec Denzel. Et avant d'aller les rejoindre, bien évidemment, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé au niveau hockey universitaire masculin. Concordia, dans les 2 dernières semaines, 2 victoires, aucune défaite. Et en fait, une défaite, mais en prolongation. McGill a remporté ses 3 matchs. Et l'UQTR, 2 victoires, une défaite. Et la défaite de l'UQTR, là, c'est contre Toronto. Un but alors qu'il restait 1 minute 11 à jouer au match. Donc, défaite crève-cœur en ce sens-là. 34 tirs pour l'UQTR dans cette partie. Plusieurs bonnes performances au niveau pendant la semaine. Isaiah Campbell pour Concordia, 4 buts dans la fin de semaine. Victoire de Concordia, d'ailleurs, en dernière fin de semaine, c'était 8-2 contre Lakehead. Desgroseilliers, Bizier, Martineau, 3 points chacun. Pour l'UQTR, une victoire de 4-1 contre Laurier, 50 tirs qu'on a réussi. 2 buts de Simon Lafrance. Simon Lafrance qui avait connu un match de 4 points contre Waterloo un peu plus tôt aussi. Du côté de McGill, on a William Rouleau qui est en feu. William Rouleau, 2 buts, 2 passes contre Waterloo dans une victoire en prolongation. Et il avait aussi ajouté 2 aides dans la victoire de 4-2 contre Laurier. Bref, on a de l'excellent hockey qui se joue à tous les niveaux. Hommes, femmes, collégiales, universitaires. Prenez le temps d'aller regarder ça. Et puis, on vous résume ce qui se passe. On vous met la lumière sur ce qui a besoin de l'être. Et on prépare, évidemment, les matchs de la semaine prochaine. Donc, bon show tout le monde. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Yes. Vous êtes en pleine période de recrutement, mais rien ne peut se faire. Se faire. Oui, vous jasez, mais vous ne pouvez pas encore annoncer quoi que ce soit jusqu'au 1er décembre. C'est bien ça, c'est les lettres d'intention. Exactement. Donc là, en ce moment, on a le droit de discuter avec les joueuses. Les joueuses ont le droit de venir visiter nos installations. Ceux qui sont en secondaire 5 peuvent embarquer sur la glace avec nous. Mais ils peuvent prendre leurs décisions, mais il n'y a rien d'officiel avant le 1er décembre. Donc, dans une période un peu spéciale, on ne sait pas trop encore où on s'enligne parce que les décisions ne sont pas tous prises encore pour les joueuses. Donc, ça va être excitant de suivre ça. Là. Il y a des bonnes joueuses cette année. La cohorte de 2007 est quand même une bonne cohorte. Donc, pour vous, si vous voulez suivre qui va signer où, là, ça va être annoncé 1er décembre. Le 1er décembre, ça va débouler comme la journée, le 1er juillet dans la Ligue nationale, c'est le 1er décembre pour la Ligue collégiale. Exactement. Good, fait qu'on suivra ça sur les réseaux sociaux. En attendant, ben écoute, ça fait 2 semaines dans le fond qu'on ne s'est pas parlé. Les choses évidemment évoluent au niveau universitaire et collégial. On va commencer avec l'universitaire. Là, on n'a pas le choix de parler de Concordia. Veut pas, on en parle tout le temps, mais là, Concordia, ça fait quand même 10 de suite.
pour amorcer la saison. On les savait fortes, mais là, franchement, c'est dur d'avoir une meilleure démonstration de ça. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont si dominantes cette année? Est-ce qu'il y a un élément en particulier qu'on peut sortir et dire, OK, Concordia, c'est parce qu'elles font ça, ou c'est simplement l'ensemble de l'œuvre, ou bref, comment tu vois justement cette puissance-là ou cette domination-là de Concordia? Comment tu l'expliques? Ben, je pense qu'à la base, ils sont vraiment bien coachés. Tu sais, quand tu as Julie Chu et Caroline Ouellette comme entraîneur, c'est sûr que tu as une motivation supplémentaire. Surtout là, Caroline vient d'être intronisée au Temple de la renommée du hockey. Fait que, tu sais, c'est des modèles que tu côtoies tous les jours, donc c'est sûr que ça a une influence en bout de ligne. C'est une équipe qui a eu du succès dans les dernières années. Quand tu as du succès dans une ligue qui est sur le recrutement et non sur un repêchage, ben c'est sûr que ça te permet d'aller chercher les meilleures joueuses parce que tout le monde veut jouer chez toi. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça va super bien pour eux. Ils ont des bonnes joueuses, ils ont un gros alignement rempli avec beaucoup de profondeur. Rosalie Benjamin-Cyr a fait son retour la fin de semaine passée. C'est une joueuse d'impact. C'est plein de petits morceaux qu'on ensemble qui fait qu'elles sont aussi dominantes. C'est des joueuses qui ont gagné. Il y a encore un bon noyau des joueuses qui ont gagné le championnat national il y a deux saisons. Des joueuses qui ont perdu une défaite crève-cœur l'année passée au championnat national. Donc, c'est sûr que c'est une expérience qu'ils amènent avec eux. Puis, ils visent le plus haut cette année, encore une fois. Là. Tu parles de ça, justement, Caroline Ouellette, parce qu'évidemment, il faut en parler de son intronisation au Temple de la renommée. C'est impressionnant le nombre de commentaires qu'on a lus, entendus de joueuses qui ont dit elle est au moins aussi bonne joueuse qu'elle est bonne coach. À quel point, justement, c'est impressionnant de voir, parce que souvent, les meilleurs joueurs, meilleures joueuses ne sont pas nécessairement ceux qui arrivent à transposer ça aussi facilement dans le métier d'entraîneur. C'est pas toujours facile d'enseigner quand c'est un talent qu'on a de jouer. Visiblement, elle, c'est pas un problème. Mais j'ai été impressionné d'entendre tous ces commentaires-là de joueuses actuelles ou de joueuses qui ont été coachées par elle dire à quel point c'est une grande entraîneur. Puis je pense qu'il faut l'être parce que tu as mentionné la profondeur. C'est pas facile non plus. On a beau dire, oui, on se pacte un club, là, mais la réalité, c'est que ça pourrait être facile de tomber avec des joueuses frustrées, des joueuses déçues de ne pas avoir autant de temps de jeu ou d'opportunités en avantage numérique, par exemple, ou des situations. Il faut être capable de rassembler tout ce monde-là. Fait que, oui, avec Julie Chu, mais Caroline est assurément là, une partie importante. Oui, tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer Caroline dans. Tu sais, c'est vraiment elle qui m'a donné la piqûre pour le coaching. Tu sais, j'ai grandi avec Caroline comme modèle. OK. En étant à Montréal, je la voyais souvent, j'allais voir les matchs. Tu sais, j'ai porté le numéro 13 parce que Caroline portait le numéro 13. Puis après ça, tu sais, à force de la côtoyer, ben, elle m'invitait à aller faire ses camps l'été au début comme shooter pour les gardiens de but. Puis après ça, comme entraîneur et petit à petit, tu sais, j'ai bâti une belle relation avec elle. Puis c'est vraiment un mentor. J'ai appris beaucoup d'elle. Puis j'ai coaché des petites filles d'âge puis avec elle, mais c'est sûr qu'elle est encore plus sharp comme entraîneur avec les Stingers. Elle a eu l'opportunité d'être coachée par des très bons entraîneurs avec l'équipe nationale, d'avoir des bons leaders qui l'ont entourée. Donc, c'est sûr que ça l'a bâti sa tête de hockey, de côtoyer tous ces gens-là. Tu sais, il ne faut pas oublier Julie Chu. Là, on en parle un peu moins parce qu'elle est américaine, mais c'est Caroline, l'impact qu'elle a eu au Canada, Julie a le même impact aux États-Unis. Ouais. Puis, dans son speech à l'intronisation à Toronto, elle a mentionné son entraîneur, coach Shannon Miller, qu'elle a eu à l'Université Minnesota Duluth, qui a vraiment qui l'a amené à vouloir s'investir dans le coaching. Caro, après sa carrière à Minnesota Duluth, elle a coaché quelques saisons là aussi avec Julie. Donc, je pense que le mix ensemble
est juste parfait. Les expériences qu'ils ont chacune de leur côté vécues. Je pense juste aux derniers Olympiques auxquels ils ont participé en 2014. C'est juste de vivre ça. Après ça, d'amener cette expérience-là, oui, ils l'ont vécu comme chose, de l'amener comme entraîneur à leur équipe, ça vaut pas beaucoup, là. Donc, je pense vraiment que c'est le mix des deux qui fait leur succès, là. Ah, mais c'est intéressant, puis c'est cool de savoir justement que toi, tu as eu la piqûre du coaching grâce à Caroline. Fait que ça montre qu'effectivement, avoir des modèles comme ça, c'est tellement important pour faire grandir un sport. Puis de voir ces modèles féminins-là prendre de plus en plus de place. On les a vus jouer maintenant. S'il y en a là-dedans, justement, qui deviennent des entraîneurs, donc qui ne donnent pas juste le goût de jouer, mais qui donnent le goût d'entraîner aussi, ça peut juste aider à faire croître le hockey féminin au Québec. C'est vraiment tellement bien d'entendre ça, puis de voir justement concrètement l'impact d'une joueuse membre du Temple de la Renommée. Quand on sait que chez les gars maintenant, les membres du Temple de la Renommée, c'est plus les gars des années 70-80 qui se promenaient dans la rue et qui allaient prendre une bière au bar du coin. C'est des gens pratiquement inaccessibles, mais d'avoir justement une Caroline Ouellette comme ça qui est encore à un niveau très accessible, justement, puis qu'on n'a pas encore créé les monstres que sont les bébites que sont les athlètes professionnels qui font des millions, même à jouer sur le 4e trio. Donc, en tout cas, moi, j'adore ça. J'aime beaucoup voir ça. Puis on constate l'impact, fait que c'est intéressant. Exact. Non, Caroline est vraiment impliquée auprès du hockey féminin au Québec. Je pense à l'événement qui a lieu depuis plusieurs années, là, juste avant les fêtes, mi-décembre, la célébration Caroline Ouellette, rassemble de nombreuses équipes. Là, ça va être la 2e année cette année. Les finales vont avoir lieu au Centre Bell. Puis pour les équipes d'âge M13, donc puis oui, Caroline fait appel aux joueuses collégiales et universitaires qui ont un intérêt pour devenir entraîneurs. Puis elle les amène derrière les bancs avec des entraîneurs. Tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, de joueuse à entraîneur, puis là, maintenant, je suis rendue entraîneur, puis j'ai des joueuses qui viennent avec moi. Puis elle offre les formations, tu sais, la formation de base pour être entraîneur, c'est offert gratuitement aux joueuses qui veulent embarquer dans ce programme-là. Donc, tu sais, elle contribue énormément au développement du hockey au Québec. Puis de voir des jeunes filles de 13 ans qui font l'équipe, tu sais, c'est quasiment équipe Québec, là. Quand elle a fait sa sélection pour amener son équipe, ben là, c'était au tournoi Puis oui, maintenant, ça va être au tournoi de Québec féminin. Mais de côtoyer Caroline dans un bas âge comme ça, c'est sûr que quand ils vont être rendus à l'âge d'aller jouer à l'université, ben, ils la connaissent déjà. C'est sûr qu'ils ont un intérêt. Puis on parlait d'un programme qui a du succès. Ben, cette petite fille-là, elle a côtoyé Caroline à l'âge de Pee-Wee. Ben, elle continue à évoluer. Puis elle veut aller jouer à Concordia parce qu'elle a aimé son expérience avec l'équipe de Caroline d'âge Pee-Wee. Donc, elle fait très bien les choses, là. Ah, ben écoute, bravo, parce que je pense justement, ça prouve que oui, c'est un honneur qui est remis pour la qualité du hockey qu'elle a joué, mais je pense que c'est ce que tu me dis là, ce que tu nous dis là, c'est une démonstration que je pense qu'on va en entendre parler longtemps, puis que le legs de Caroline Ouellette va perdurer vraiment longtemps. En tout cas, c'est des belles choses puis des honneurs bien mérités, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre l'impact que Caroline Ouellette va avoir eu dans le hockey féminin. Bravo à elle. Fait une belle parenthèse justement pour mentionner ça, parce que pour parler justement des succès de Concordia qui n'ont pas fini, eux non plus, de faire parler, parce que j'ai l'impression qu'elles sont parties pour avoir une autre grande saison. Fait que ça va être à suivre. Une équipe aussi qui est en train d'en avoir une, qui est en train de remonter, qui avait eu un départ difficile, c'est les Carabins de l'Université de Montréal qui ont gagné leurs 5 derniers matchs. Donc, les Carabins qui étaient, on l'a dit, étaient partis un petit peu, c'était un peu chaotique comme début de saison, gagnent leurs 5 derniers matchs, dont le dernier 6-2 contre Bishops. Fait que ça, c'est majeur. Et là, on voit tranquillement cette équipe-là se restructurer, redevenir l'équipe contre qui c'est difficile de marquer des buts d'un. Donc, on parlait beaucoup de la défense des Carabins. Je pense que c'est ce qu'on est en train de voir. Puis, veut pas, on a tellement une bonne gardienne là-bas en plus. Donc, si on peut l'aider, je pense qu'on est en train d'avoir trouvé la recette du côté d'Isabelle Leclerc et sa gang. Ouais, je pense qu'ils ont tourné la page, puis c'est parti, là.
ça fait quelques semaines qu'on dit qu'on dirait qu'ils ont de la difficulté à marquer des buts. Ben là ils en marquent des buts. Ils en marquent. C'est une équipe avec une défensive vraiment très dominante. L'offensive de l'équipe part par la défensive. Puis on a la preuve contre Bishop hier. Kylian Nadeau, 2 buts, une passe. C'est ça, on l'a dit, c'est l'offensive part de la défensive. Les deux meilleures pointeuses de l'équipe, c'est Kylian Nadeau et Jade Picard. Fait que ça donne une bonne idée. Exact. Donc, non, mais je suis contente pour eux. Je suis contente de voir que ça se place et que ils réussissent à marquer des buts. Puis là, connaître du succès. Puis là, je reconnais les Carabins qu'on a connus depuis plusieurs années. Là. Donc, ça, je suis contente de les voir. Puis, tu sais, Isabelle, elle ne doit pas avoir trippé là, sur son début de saison. Puis, probablement qu'elle s'est mise à se questionner un petit peu. Mais regarde, là ça fonctionne. Il faut juste qu'ils maintiennent ça. Puis, je pense que de gagner de façon aussi claire contre Bishop, qui avait vraiment une bonne saison, ça fait juste leur donner encore plus de confiance. Puis, on va voir ce qui va suivre. Je pense qu'ils jouent contre Concordia la semaine prochaine. Ça va être exact. un beau c'est en plein ça. Je pense qu'on va avoir une belle mesure en ayant les deux équipes de l'heure dans le circuit universitaire féminin. Concordia contre Montréal à 7h vendredi soir prochain au Sepsum. Donc, non, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Tu viens de parler de Bishops. Bishops, c'est le contraire. Bishops, c'est une équipe qui était partie extrêmement solidement, qui est en train d'avoir plus de difficultés. Eux autres, c'est leur défense, justement. Puis aussi le fait que, en fait, on a perdu 4 des 5 derniers matchs. On a parlé du match de 6-2 contre Montréal, mais il y a le 8-2 avant ça, en fin de semaine aussi, contre les Stingers. Ça, c'est 2 grosses défaites. Puis on se rend compte, en tout cas, quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est que tu as 3 joueuses qui étaient le noyau offensif, qui continuent de bien aller, mais au lieu de marquer 2-3 points par match, ils en marquent juste 1 par match. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas de contribution qui venait d'ailleurs. Puis en défense, c'est difficile. Défense plus gardienne de but. Là, on a eu beaucoup de difficultés dans les derniers matchs du côté de Bishop. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à resserrer de ce côté-là. Oui, tu sais, on parle fait 4 défaites consécutives, là, les 2 du week-end, mais les 2 du week-end d'avant. Je ne sais pas si on peut faire un lien avec leur entraîneur-chef, Valérie Bois, qui était absente, était au championnat national. Ouais. Est-ce que ça peut avoir un lien ou non? Je ne sais pas. Et là, il arrive, puis il joue Concordia. Concordia qui joue son premier match au retour de Caro du Temple de la Renommée. Fait que là, veut pas, c'est sûr qu'eux, il y a un regain d'énergie après un événement gros comme ça pour leur entraîneur. C'était un match en rose. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde dans l'aréna. C'est sûr, d'après moi, s'il y avait eu un match plus serré, ça aurait peut-être changé. Ça aurait annulé leur séquence de défaites. Il aurait reparti. Mais là, je pense que c'était juste un mauvais timing qui tombe contre Concordia, gonfle à bloc. Le retour de Rosalie. Donc, je pense que il va juste falloir qu'ils gagnent un match, puis ça va replacer, puis ils vont reprendre confiance. Mais il va falloir qu'ils resserrent la défensive, qu'ils trouvent des solutions, parce que d'accorder 8 buts puis 6 buts dans un week-end, ça fait quand même mal. Là. Non, exactement. Fait qu'en tout cas, ça va être à suivre, parce que comme je disais, on a Santerre, Maud Pépin, puis Sargent Vigneault, qui sont les 3 joueuses. Puis comme je disais, c'est pas qu'elles jouent pas bien, là, c'est juste que Santerre, c'était 12 points à ses 5 premiers matchs, 5 points à ses 5 derniers. Personne ne va se plaindre de quelqu'un qui fait 1 point par match. Mais quand tu fais 12 points à tes 5 premiers matchs, puis là, tu tombes à 5 dans les 5 derniers, évidemment, tu vois le niveau de contribution qui est différent. Puis c'est ça, si tu n'as pas de contribution qui vient soutenir ça, qui vient des autres trios, ben ça devient plus difficile, mais nonobstant ça, il y a vraiment un enjeu défensif. Là, donc, ça va être, comme on se disait, et comme tu disais, ça va être absolument à resserrer. Et là, ça fait que Bishops est un seul point devant Ottawa. Et Bishops et Ottawa vont s'affronter d'ailleurs vendredi. Fait que pendant qu'on va avoir le gros match-up entre les Stingers puis les Carabins, on va également avoir un Bishops Ottawa qui va peut-être pas avoir l'exposure puis le glamour de l'autre match, mais qui est vraiment important au classement, parce que à ce moment-ci, il faut que Bishop se retrouve le chemin de la victoire.
Puis Ottawa, en ce moment, va bien. Mais c'est surtout Ottawa, je pense, le travail des gardiennes de but. On a Maïka Sarrazin notamment, puis Lauren McKay, les deux qui font du très bon travail dernièrement. Oui, je pense que Bishop se doit de gagner ce match-là. Juste pour rester proche des Carabins au niveau du classement, là, ils ont 4 points de différence. S'ils gagnent, ils tombent à 12. Si Concordia gagne, Carabin va rester à 14. Fait que, je pense qu'il faut qu'ils restent le plus proche possible s'ils veulent réussir à passer en avant d'eux prochainement. Puis pour Ottawa, ben, c'est le temps d'aller chercher des points et puis de continuer à monter au classement. Tu l'as dit, Maïka Sarrazin, tellement une bonne gardienne de but. Moi, je l'ai vu évoluer, j'ai joué contre elle, elle était dominante au niveau du cégep. Et elle a juste continué de progresser à l'université. Donc on n'en parle pas beaucoup des équipes d'Ottawa, là, les GGs puis les Ravens, mais les GGs ont une belle équipe, mais là, faut qu'ils gagnent ce match-là s'ils veulent rester dans la course. Là. Ben, c'est le bon moment, étant donné que si on regarde les tendances en ce moment, ça va être intéressant. Je pense qu'on va avoir un bon match de ce côté-là. Si les GGs peuvent juste donner un peu de moins de tirs au but, parce qu'elles ont cette tendance-là, malheureusement, à donner beaucoup de tirs, fait qu'on se fie beaucoup sur les gardiennes. C'est juste que c'est ça va être à surveiller, étant donné comment les choses se passent, parce que ça pourrait faire un virement au niveau du classement. Puis là, ben, ça commencerait à être une débarque. Je dirais pas dangereuse parce que je pense que Carleton puis McGill ne penseraient pas qu'ils arrivent à remonter la pente, étant donné que ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Mais bon, la saison est encore jeune. Ça reste que pour Bishop, ça, d'être deuxième puis être dans une belle bataille avec Concordia. Puis quelques semaines plus tard, te retrouver être quatrième au classement. Donc, mentalement, tu veux te replacer. Oui, mais tu sais, Carleton est loin là, au classement présentement, mais attention à Carleton. Là. Moi, je suis allée les voir. Je voulais comprendre ce qui se passait avec cette équipe-là. Parce que j'ai vu une victoire 5-1 contre Bishop. J'étais comme, wow. Fait que je suis allée les voir. Ils jouaient contre les Carabins. J'en ai profité pour aller voir une de mes anciennes joueuses qui joue là aussi. Puis, c'est une bonne équipe. Là. Ils sont bien coachés. Ça paraît qu'ils ont une structure, puis ils suivent la structure. Donc, attention à eux. Là. Moi, je ne serais pas surprise que cette équipe-là continue à causer des surprises tout au long de la saison. Là. Intéressant. Donc, conclusion, il ne faut pas... éliminons pas personne trop vite. Non. Collégial. Évidemment, là, on va rentrer dans Tatal, où est-ce que tu évolues avec Dawson. En ce moment, faut parler d'Abbott, Abbott qui est en train qui connaît des bons moments. Une victoire de 3-0 contre Saint-Laurent dernièrement, mais victoire de 11-2 contre vous, Dawson, mais un 8-4 aussi contre Lennox. Donc, c'est pour vous montrer à quel point cette équipe-là, en ce moment, est vraiment en forme, disons-le de même. Et là, il faut essayer de comprendre là, justement je comprends là, évidemment qu'on a toujours le Skodan d'Alessandro et Jade Barbirati qui font leur travail. Mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui amène là, John Abbott à être en si grande forme en ce moment? Là? Je dirais que vendredi, quand on les a joués, bon, pour nous, ça n'a pas très bien été, mais ce qui m'a le plus frappé de cette équipe-là, c'est que leurs deux joueuses qui sont revenues du championnat national, donc Sienna D'Alessandro Caramé, Banout Cachero, sont revenus, puis ça paraissait qu'ils avaient joué du gros hockey pendant une semaine. Je les ai tellement trouvées dominantes. Ils étaient comme une coche en haut de tout le monde. Puis, tu sais, ça paraît quand Sienna déjà qu'elle est dominante, puis là, elle est encore meilleure. Fait que comme, tu sais, sont vraiment dangereuses. Contre nous, tu sais, je pense que pas mal tout le monde a contribué à faire des points. Mais hier, contre Lennoxville, ben, c'est 5 points pour D'Alessandro, 4 points pour le Skodan, 4 points pour Barbirati. Fait que, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution, là, les équipes, pour contrer ce trio-là, parce que ça n'arrête plus. J'avais la discussion avec Joey hier, justement, puis j'étais comme, comment ça que personne n'a trouvé une solution encore pour les contrer? Va falloir que ça arrive à un moment donné si on veut les arrêter, parce que ils fonctionnent tellement, ils ramassent des points à pelleter, c'est vraiment incroyable. Mais je pense que John Abbott, ce qu'on parle
très peu, c'est leur défensive qui est dominante. Ils ont vraiment une très bonne défensive. Oui, le trio de le Skodan, Barbirati et D'Alessandro amènent beaucoup d'offensives, mais leurs défenseurs amènent énormément d'offensives aussi. Chacune d'entre elles, les 6 défenseurs, seraient un numéro 1 partout ailleurs. Ils ont une belle profondeur à cette position-là, puis ça fait en sorte que ça les aide beaucoup, surtout en offensive pour marquer des buts, donner la rondelle en haut, du moment qu'ils ont la rondelle, dirigent ça vers le filet. Donc, c'est leur défensive, leur premier trio, vraiment dominant. C'est ce qui fait que, d'après moi, sont capables de performer comme ça présentement. Là. Puis c'est sûr que de revoir Sienna et Claramé, là, Claramé, contre nous, elle s'est blessée. Donc, je ne sais pas si elle jouait hier, je n'ai pas été validée. Mais d'avoir ces deux filles-là qui reviennent dans l'alignement, ça donne un boost d'énergie, c'est sûr. Non, Claramé n'a pas joué contre Lennox. Donc, mais oui, regarde, fait que, effectivement, là, puis c'est ça, les 3 premières marqueuses de la Ligue, c'est ce trio-là. Puis c'est intéressant de dire, justement, de montrer que effectivement, ça vient beaucoup de la défense, là, cette relance-là qui permet à John Abbott de marquer autant de buts. Par contre, il y a une équipe qui se maintient toujours là, évidemment, les Titans de Limoilou. Titans de Limoilou qui, contre Saint-Laurent, une victoire de 10-1, donc une grosse victoire là. Mais intéressant, ils ont gagné contre Édouard-Montpetit, mais une victoire de 5-3. C'était 3-3 même vers la fin de la deuxième période. À la toute fin, dans la dernière minute, là, on a mis ça 4-3 pour Limoilou. Il y a un 5e but qui a été marqué en 3e période. Il faut parler d'Édouard-Montpetit. Là. On dirait que depuis qu'elle. On en avait parlé, je pense, la dernière fois, depuis qu'elles se sont fait annoncer que redescendaient en D2. On a l'impression de voir une nouvelle équipe. Je ne sais pas à quel point ça les a galvanisés, ça. Visiblement, il y a eu quelque chose. Il y a eu un avant puis un après, ça, c'est sûr et certain. Mais elles jouent du bon hockey. Elles arrivent à affronter les meilleures équipes comme ça, puis à donner de la grosse compétition. Donc, ça va être intéressant pour vous, notamment, parce qu'on sait que les équipes 4 et 5, dans le fond, au classement, vont s'affronter, puis avec une chance de se rendre en demi-finale. On essaie d'éviter souvent le top 3 en première ronde. Fait qu'une position 4e ou 5e au classement, ça vaut cher. Là, en ce moment, c'est André Laurando, c'est Dawson. Puis, Édouard-Montpetit rentre dans la bataille. Là, c'est assez évident. Fait que c'est intéressant de ce côté-là. J'ai l'impression qu'on a la même conversation à chaque semaine parce qu'Edouard, à chaque fois, il donne une performance incroyable. Il va falloir que j'aille voir parce que je pense que juste les regarder sur vidéo, je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe avec eux. Ils performent vraiment bien. Là. Nous, on les rencontre prochainement. Puis j'ai peur un petit peu. Là. La mère qui joue, depuis qu'ils ont été relégués, comme tu dis, moi je le dis depuis le début, on dirait qu'ils ont un chip sur leur épaule ils veulent se prouver. S'il y a des joueurs attendant qui veulent rester D1, ben c'est la meilleure vitrine qu'ils ont de bien performer. Puis ils ont tellement des bonnes gardiennes, c'est sûr que ça les aide énormément. Bravo à eux, bravo à Guillaume. Guillaume doit faire un travail incroyable. Là, c'est sûr qu'il a manqué les dernières semaines à cause qu'il était avec l'équipe Québec au championnat national. Ouais. Mais c'est son père, son adjoint. Puis là, jusqu'à dernièrement, il y avait Pascal Daou comme entraîneur adjoint. Là. Pascal Daou est parti avec l'équipe professionnelle à New York. Fait que je ne sais pas s'il va continuer à être impliqué avec l'équipe, mais c'est une équipe qui travaille fort et qui compétitionne. Contre n'importe qui, ils compétitionnent. Fait que bravo à eux. Puis ça ne sera pas bien long qu'ils vont créer une surprise. Là. Je le sens venir. Absolument. Puis justement, la semaine prochaine, Édouard Montpetit va jouer contre John Abbott. Fait que le gros test pour savoir justement que. En fait, on le sait qu'elles sont capables de le faire. Maintenant, ça va être d'avoir jusqu'où ils sont capables de tenir tout le temps. Donc, il y a ça. Vous, de votre côté, vous affrontez Limoilou vendredi et Saint-Laurent samedi. Donc, gros match à Dawson pour recevoir les Titans qui sont toujours extrêmement puissants, extrêmement difficiles à affronter.
Puis Saint-Laurent, ben, je pense que justement, là, ça prend encore plus d'importance d'aller gagner ces matchs-là, sachant justement qu'Édouard Montpetit est hautement dans la lutte maintenant. Ouais, contre Limoilou, vendredi, c'est un match que j'ai hâte de voir. Tu sais, je te disais tantôt que Clara May et Sienna avaient pris un step en revenant du championnat national. Les autres, ils ont 5 joueurs qui reviennent. Donc, si les 5 ont pris un aussi gros step que les 2 autres, il va falloir qu'on soit prête à jouer parce que ça va brasser d'après moi. Mais non, c'est une équipe avec tellement de profondeur à toutes les positions. Donc, c'est une équipe qui est difficile à jouer contre. Ils sont tellement rapides. Héloïse Caron qui est super dangereuse. Toujours. Match après match. Mais là, si je ne me trompe pas, je vais retourner vérifier. Mais il me semble que Héloïse a des matchs de suspension à purger. Oui, juste ici, je vois là 3 matchs. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu ou Pascal va aller en appel? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la séquence de ce qui est arrivé. Mais c'est sûr que ça peut faire une différence. Là. C'est tellement une joueuse qui est dominante. C'est la première joueuse au classement des joueuses qui n'est pas de John Abbott. Donc, elle ramasse beaucoup, beaucoup de points. Donc, si elle joue ou si elle ne joue pas, c'est sûr que ça fait une différence. Mais en même temps, je ne suis pas inquiète pour Limoilou. Là. Oui, cette joueuse-là ramasse des points à profession, mais ils ont tellement de profondeur, ils sont tellement équilibrés sur leurs 4 lignes que c'est pas une inquiétude d'après moi pour Pascal. Là. Non, j'imagine. De toute façon, c'est toujours plate une suspension s'il y a lieu. On regardera effectivement qu'est-ce qu'il y en a exactement avec tout ça. Mais ça reste au milieu de la saison. Fait que c'est pas un moment trop clé non plus là, où est-ce que ça peut avoir des impacts. Puis tu le dis avec la profondeur, des fois, dans ces situations-là, ça permet à d'autres joueuses d'avoir des responsabilités accrues. Fait que des fois, ça donne un boost de confiance à certaines joueuses de prendre le lead. Fait que ça peut être un mal pour un bien, finalement, pour l'équipe de Limoilou. Exact. Puis on joue Saint-Laurent aussi samedi, je pense. Ouais, samedi. Puis ça aussi, ça va être un match intense. Ils ont des bonnes gardiennes de but, Saint-Laurent aussi. La dernière fois, on a gagné 3-0, mais ça a été une première période très serrée. Donc, là, ça va être à Saint-Laurent, à Ronald-Caron. C'est jamais facile de jouer à Ronald-Caron. Il y a comme une ambiance dans cette arène-là. La lumière n'est pas très forte. C'est toujours spécial. Donc, non, j'ai hâte. Pour moi, c'est toujours des matchs qui sont excitants. C'est mon ancienne équipe. Donc j'ai bien hâte de les jouer là. Excellent. Écoute, je pense que ça fait une bonne idée. Là. Évidemment, en plus, j'ai mentionné Édouard Montpetit contre John Abbott. On va avoir John Abbott contre André Laurando samedi et Limoilou à Saint-Laurent dimanche. Je pense qu'on a eu une nouvelle intéressante, par contre, par rapport à Limoilou, dont tu as entendu parler. Fait que j'aimerais ça que tu nous partages ça. Oui, j'ai vu ça sortir ce matin sur les réseaux sociaux. Les Remparts de Québec ont fait un partenariat avec les Titans de Limoilou. Puis le 3 février, je pense que les Titans jouent contre les Cougars de Champlain-Lennoxville. Le match va avoir lieu au Centre Vidéotron après le match des Remparts contre le Drakkar. Donc, c'est une belle opportunité. Je trouve ça le fun que les Remparts fassent ça avec les Titans en espérant que les gens restent après le match des Remparts pour voir les Titans. C'est quand même deux très bonnes équipes. Là. On parle des Titans puis des Cougars. Donc, ça devrait être un match qui est vraiment intéressant pour les gens. Puis, le hockey féminin, moi, je le dis toujours, il suffit de venir une fois. Puis, une fois que tu es venu, tu tombes en amour avec le sport puis le spectacle qu'il offre. Donc, en espérant que ces gens-là vont pouvoir revenir après à l'Arpidrome. Bravo Rempart pour l'initiative. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est une belle nouvelle là, qui est sortie ce matin. Je trouve ça le fun parce que, oui, ça donne de la visibilité à l'équipe collégiale des Titans. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai l'impression que ça... Il y a quelque chose derrière tout ça qui va au-delà de donner de la visibilité à une équipe une fois. Rappelons-nous que M. Tanguay voulait s'investir dans le hockey après avoir été investi avec les Remparts. Il est toujours impliqué avec le Rouge et Or. Est-ce qu'éventuellement, on va vouloir amener une équipe du Rouge et Or? Il y a du très, très bon hockey féminin qui se joue à Québec. Donc, ultimement, avoir une équipe de hockey universitaire à Québec,
assurément qu'il y a peut-être un petit élément là-dedans. Là. En tout cas, j'y vois ça. Là, moi, c'est ma lecture. Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais j'ai une lecture de ça. Puis, on le sait, les gens de Québec, quand on leur montre leur équipe, puis qu'on leur montre l'excellence de leur équipe, eux, le niveau, ils attendent pas que ce soit le plus haut niveau professionnel avant de s'y intéresser. Donc, si on peut aider les Titans là, à grossir comme ça, puis à démontrer la qualité du hockey féminin à Québec. Si les gens là-bas embarquent, ça peut embarquer pour vrai. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. Donc, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. J'ai hâte de voir le marketing qui va être fait autour de tout ça. Qui va s'occuper de ce marketing-là? Qui va prendre ça en charge? Parce que franchement, c'est une belle initiative. Peut-être une initiative qui pourrait être reprise d'ailleurs dans d'autres régions au Québec. Ça, message à d'autres mondes, mais il reste que faut le saluer. C'est une belle chose. On verra bien ce que ça va mener, là, mais mes lectures à moi puis mes interprétations valent ce qu'elles valent, mais c'est surtout d'abord et avant tout une belle initiative, puis il faut la saluer. Oui, vraiment. Puis c'est sûr que dans les autres régions, c'est peut-être un peu plus difficile, à part peut-être à Lennoxville qui ont Lennoxville avec Sherbrooke, exact. Avec le Phoenix, mais sinon, toutes les équipes de la région de Montréal, t'as Blainville, Boisbriand, peut-être, là, qui pourrait faire quelque chose. Avec qui tu t'associes? Tu sais, quand il y avait Lionel Groux, c'est la région. Oui, absolument, oui. Avec qui choisir? Mais oui, je pense que c'est pas la première fois que les remparts s'associent avec les Titans. Là. J'avais lu un article il y a quelques semaines que avec les moitié-moitié que la Fondation ramassait, donnait de l'argent pour les Titans aussi. Donc, comme tu dis, est-ce que M. Tanguay souhaite s'investir un peu plus dans le hockey féminin pour aller voir peut-être la possibilité d'une équipe à l'Université Laval? Peut-être. Peut-être de deux équipes à l'Université Laval. Peut-être qu'on aurait des gars aussi et des filles. On ne sait jamais. Ça va être à suivre. Si M. Tanguay s'y met, il est capable de trouver l'argent. C'est ça, je me dis aussi. Donc, non, c'est une belle opportunité. C'est sûr que les filles vont apprécier l'expérience aussi. Le centre Vidéotron, moi, je n'étais jamais allée. Puis quand je suis allée au tournoi Pee-Wee l'année passée, puis que c'était rempli, j'ai fait le saut, là. Puis je jouais pas. Fait que c'est sûr que les joueurs, ça va être une belle opportunité pour eux. Ça va être impressionnant pour les deux équipes, surtout les Titans parce qu'ils vont être à domicile. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Ça va être des belles images aussi de voir les filles dans un bel amphithéâtre comme ça. C'est sûr que les photographes vont se gâter et prendre plein de photos. Donc, non, j'ai hâte de suivre ça. Puis si je suis disponible cette journée-là, ça se peut que je fasse un petit voyage à Québec pour aller voir ça de près. Là. Bonne idée. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Léa McIntyre, merci encore. Un super bon segment, encore une fois, de hockey féminin. Puis on se reparle la semaine prochaine avec d'autres nouvelles, assurément. Yes, bonne semaine. Merci, salut. Salut. OK, masculin collégial avec Denzel Carré-Gaillard. Salut, Denzel. Salut, Phil, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On a fait relâche la semaine passée par ma faute. Je n'étais pas disponible. On revient cette semaine. Là, cette fois, c'est Tristan qui n'est pas disponible. Donc, on fait ça ensemble. On va regarder ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Un peu de mouvement quand même au classement, notamment parce qu'André Laurando a perdu ses 2 matchs en fin de semaine dernière. En fin de semaine, cette fin de semaine-ci ne jouait pas. On sait qu'André Laurando avait joué plusieurs matchs au début de l'année, donc ça ramène le nombre de matchs. Ce qui est intéressant, là, que j'ai voulu souligner, c'est Champlain-Saint-Lawrence, là, qui est en grande forme. Évidemment, en fin de semaine, ils jouaient contre les Gaillards. Ils n'ont pas donné grand-chance aux Gaillards. Des victoires de 8-2 et 12-1. Donc, quand on dit pas grand-chance, c'est ça. Mais je parlais d'André Laurando, mais ils ont vaincu quand même André Laurando 4-2 en fin de semaine dernière. Donc, parle-moi un peu de Champlain-Saint-Lawrence, comment ça se passe de leur côté, qui ont vraiment l'air d'être sur une belle lancée. Non, ça va très bien là, du côté. Ça va très, très bien là, du côté de Champlain-Saint-Lawrence. Comme tu l'as mentionné,
2 victoires ce week-end. On va dire qu'on n'est pas allé de main morte face aux Gaillards qui malheureusement n'ont pas su être en mesure de eux aussi inscrire des buts lors de ces 2 matchs. Il faut dire qu'on est allé d'une performance presque sans bavure. C'est sûr qu'on va vouloir peut-être peaufiner quelques facettes de notre jeu du côté de St. Lawrence, mais de sortir de ces 2 matchs-là avec 20 buts marqués, 3 buts seulement accordés, je pense que ça parle de la force de frappe qu'on a du côté de St. Lawrence. Puis ça leur permet de finir le week-end au 3e rang. Puis quand on regarde le classement général, on a vraiment une congestion. Quand on regarde le portrait global, là, on a 5 points qui séparent les positions 1 à 7. Donc, on a ces 7 équipes-là qui se retrouvent à pratiquement quelques points d'entre elles. Puis on a vraiment un top 4, voire même top 3 qui se distingue en ce moment. Mais pour en revenir à St. Lawrence, on n'accorde pas beaucoup de buts, on en marque beaucoup. Puis c'est vraiment la recette qui permet à la formation de Québec de vraiment imposer leur rythme. Puis ils l'ont fait cette fin de semaine face aux Gaillards. Bon, évidemment que ça je vais dire, ça fausse les données là, d'avoir des dominations aussi grandes. Mais tu le mentionnes, marque beaucoup de buts, en accorde peu. C'est l'équipe à l'heure actuelle qui a le plus gros différentiel, soit plus 36 avec 77 buts marqués en seulement 15 matchs. C'est une moyenne d'au-dessus de 5 buts par match. Donc, qu'est-ce qui fait la si grande force? Est-ce qu'on peut... C'est Benjamin Chabot et Jérémy Bello ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Je te dirais plus que c'est l'ensemble de l'œuvre, là, mais il reste que ces deux-là sont tout feu de flamme. D'ailleurs, 8 points dans les 3 derniers matchs pour eux. Mais quand même, il y a une cohésion dans l'attaque, dans l'offensive en général à Champlain-Saint-Laurent qui les rend extrêmement dangereux match après match. Ah, c'est une équipe qui est dangereuse, puis on voit des trios qui sont très, très bien rodés. On n'y va pas de même ordre. Puis un des exemples que j'ai voulu noter de cette fin de semaine, c'est lorsqu'on menait même 8, voire même 9-0 ou dans ces matchs-là, c'est que même en désavantage numérique, tout le monde sur le banc se levait, on tapait sur la bande pour donner l'encouragement à notre unité en désavantage numérique. Donc on sent vraiment qu'il y a une certaine, je sais pas comment dire, mais du côté des Lions, on insiste sur les détails, puis en ce moment, ça paraît, puis ça représente qu'est-ce qu'on voit de eux sur la glace. On a des vétérans qui sont de retour cette année. On a des recrues qui font le travail avec Bello et Chabot. On ne cesse de les encenser depuis le début de la saison. Mais on a des gars comme Christophe Sanson qui en sont à plusieurs saisons dans la Ligue collégiale. Ils sont en mesure de eux aussi mettre leur empreinte sur ces matchs-là. Puis j'ai envie de dire que c'est un effort qui est collectif du côté de St. Lawrence. Dans la victoire de 8-2, c'est ça. Seulement 1 point pour Chabot. Bien sûr, Bello est en mesure d'aller chercher lui aussi 3 points, mais c'est vraiment un effort qui est collectif. Puis on n'accorde vraiment pas de but. Donc, il faut donner du crédit à l'attaque, mais j'ai envie de dire encore plus à la défensive qui, eux aussi, font de l'excellent travail. Parlant d'équipe qui fait du bon travail, Sorel Tracy, tranquillement, se place, puis justement, sont entre les filons de Thetford et les Lions de Champlain-Saint-Laurent au 2e rang. 23 points en 16 matchs. On a gagné 3-0 contre la Flèche, 8-5 contre Lennox. D'ailleurs, dans un match où on tirait derrière 3-1 après 20 minutes, changement de gardien. Et là, on est reparti à l'attaque. Puis on a closé le deal, comme on dit, avec un gros 8-5. On s'est incliné 3-2 contre Alma, mais en tir de barrage quand même. Fait qu'on va quand même chercher un point là. Alma, qui est aussi une des équipes dont tu parlais, qui est dans le lot là, des top 7, là, parce qu'on est obligé de dire ça maintenant avec un classement, comme tu dis, si bien congestionné. Sorel Tracy, solide, puis j'aime beaucoup le travail de leur gardien de but, là, qui franchement, donne des chances systématiquement à l'équipe de gagner à chaque fois qu'il est devant les filets. Exactement. 2 scénarios complètement différents pour Sorel Tracy ce week-end. Dans la victoire de 8-5, comme tu l'as mentionné, on tirait de l'arrière 3-1 après 20 minutes. Après 40 minutes, on tirait de l'arrière 5-4. Puis par la suite, c'est 4 buts sans réplique en 3e qui ont permis à Sorel d'aller chercher ce match-là contre Lennoxville. Mais j'ai envie de te parler de Ilya Arsenault-Roland qui, dans ce match-là, a vraiment explosé. Puis c'est un joueur qui était vraiment discret depuis le début de la saison du côté des Rebelles. On pouvait tout de même s'appuyer là, sur une certaine force de frappe avec les Saint-Michel, côté Prebzo et Vézina-Fusée qui faisaient très bien. Mais du côté d'Arsenault-Roland, c'était seulement 1 but en 12 matchs. Mais il sort de ce week-end-là avec 3 buts et 2 passes. La saison passée, il a fait 39 points en 33 matchs, Phil. Donc, c'est qu'on est en mesure d'avoir un Arsenault-Roland qui a explosé. Puis ça me dit que j'ai envie d'avoir peur des Rebelles. Si on a un Arsenault-Roland qui revient à la charge comme ça,
déjà qu'on peut compter sur une équipe qui est très bien nantie, comme tu l'as mentionné. On vante leur offensive, mais en ce moment, Justin Roux est un des gardiens avec les meilleures statistiques du circuit. Il est allé chercher un deuxième blanchissage face à la Flèche. Puis dans ce match-là contre la Flèche, on concède seulement 14 tirs à l'adversaire. Ça veut beaucoup dire dans ce travail-là qui est effectué du côté d'Éric Messier. Puis, je pense que si on peut compter sur tous nos joueurs du côté de Sorel-Tracy, ça va être une équipe qui va être très dangereuse. Puis, j'ai envie de dire que c'est très, très difficile de différencier les équipes dans ce genre de scénario-là avec une équipe comme Thetford qui est bien expérimentée, Sorel-Tracy aussi, St. Lawrence. Donc, on assiste vraiment à une saison qui est enlevante, là. Oui, très enlevante. Vraiment, puis ça prend de plus en plus son sens là, quand on mentionne constamment que semaine après semaine, tout le monde peut battre tout le monde. On le voit bien. Mais tu mentionnes Thetford, ben, je vais en profiter, je vais aller là. Thetford et Outaouais s'affrontaient 3 fois de suite. Et bon, Thetford ressort de là avec 3 victoires assez convaincantes, 5-2, 5-3, 6-2. À quel point ça a fait mal à Outaouais, outre les résultats, mais c'est d'avoir l'impression qu'on joue match après match contre la même équipe et on n'arrive pas à les solutionner. Quand tu as perçu cette séquence-là, justement, contre les Filons pour les Griffons? À la base, on savait que c'était vraiment un gros test pour les Griffons dans ce programme triple. On savait que c'est l'équipe la plus jeune du circuit qui a affronté aussi l'une des plus expérimentées. Puis j'ai envie de dire que dans ces 3 matchs-là, les Griffons auront vendu leur peau chèrement. Je pense que les résultats de ces matchs-là ne représentent pas nécessairement l'allure de ces rencontres-là. Je crois que les Filons ont été très opportunistes, mais ils ont été en mesure aussi de créer leur propre chance. Les Griffons qui, lors des 2 rencontres à Thetford de cette fin de semaine, ont été en mesure de niveler la marque. Les Filons qui avaient pris les devants 2-0 rapidement dans ces matchs-là, les Griffons qui n'ont pas baissé les bras, ils sont revenus de l'arrière inscrire les buts égalisateurs. On a même pris les devants lors du match de samedi, mais malheureusement, on n'a pas été en mesure d'aller chercher ce match-là qui aurait été vraiment important, je pense, pour le processus de l'équipe. Mais en même temps, je pense qu'on aura beaucoup appris. Et du côté des Filons, je pense qu'à chaque fois qu'on sentait qu'ils allaient plier, on n'a jamais cassé. Puis c'est vraiment une équipe qui est expérimentée. On peut compter sur 13 joueurs qui sont de retour. Puis ça s'est ressenti lors du week-end. À chaque fois qu'on sentait que les Griffons allaient peut-être avoir le dessus à un certain moment, les Filons revenaient encore plus fort. Puis j'ai envie de dire que c'est peut-être l'inexpérience des Griffons qui a joué lors de cette fin de semaine. On a pris des punitions qui étaient peut-être évitables. On a fait des erreurs que les Filons ont su en bénéficier. Puis lors de ce week-end, je pense qu'on a vu que les Filons étaient encore une équipe à surveiller, mais que les Griffons, malgré le fait qu'on a 3 défaites à notre fiche face aux Filons, je pense que Maxime Villeneuve-Ménard va être satisfait du processus qui est entamé puis de la manière dont les joueurs ont réagi face à l'une des puissances de la Ligue. Bon, mais justement, cette réaction-là, on va l'attendre, on a hâte de la voir, mais il reste qu'en même temps, ça démontre, comme tu dis, que quand Thetford joue le match qu'il a joué, demeure assurément une des formations les plus difficiles, les plus solides. Là, on le voit depuis le début de l'année, ils sont là, ils se maintiennent au sommet du classement. Ils vont être difficiles à déloger. L'équipe qui est 4e actuellement au classement, ce sont les Janois d'Alma. Les Janois d'Alma qui, ont battu Lionel Groulx en fin de semaine, samedi, 4-2. Une bonne victoire. Sauf que le lendemain, défaite 6-0 face aux lauréats de Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si les lauréats ont été motivés par la victoire au bol d'or de l'équipe de football de Saint-Hyacinthe en Division 2, mais l'équipe de hockey, là, franchement, qui en a sorti une grosse face à Alma, qui n'est pas un petit adversaire. Exactement. On était de retour au centre sportif Mario Tremblay du côté d'Alma. Les Janois qui avaient été en dehors de leur domicile pour débuter la saison. Mais ça n'aurait pas été gage de succès là, pour les Janois dans ce match. Puis, faut dire que les lauréats, on a quand même quelque chose de spécial qui se passe de ce côté-là. On travaille fort à chaque match. On a amené nos bottes de travail à Alma, puis ça s'est reflété dans les chances qu'on s'est données, que ce soit en transition. On était excellent. On a été en mesure de prendre d'assaut le territoire adverse. Puis, à chaque fois qu'il y avait une rondelle libre devant le filet, on a su en profiter. Puis j'ai envie de dire qu'on a rendu la vie difficile aux Janois. On a été dans leur visage constamment. C'est 6 marqueurs différents du côté des lauréats, mais j'ai envie de dire que c'est la prestation d'Esteban Gauthier qui compte les Janois, Phil. Il semble vraiment se régaler. C'est le mot qu'on doit utiliser. Dans ces 3 matchs qu'il a joués en carrière face aux Janois, c'est 3 victoires, un seul but accordé.
Puis c'est 2 blanchissages. Donc, dans ce match-là, il va chercher son 2e blanchissage en carrière face aux Janois. C'est 3 gains en montant de match pour lui. Puis c'est une moyenne de but accordée à 0,33, une moyenne d'efficacité à 991 face aux Janois en carrière. Donc, Esteban Gauthier, qui, selon moi, est la bête noire des Janois depuis son arrivée dans le circuit collégial. L'année passée, il avait gagné un match en prolongation, 1-0. Ça a été incroyable de voir sa performance encore une fois du côté des lauréats, mais j'ai envie de dire que du côté des Janois, on voulait rebondir après avoir perdu le 12 novembre dernier à Saint-Hyacinthe. Ça ne s'est pas reproduit, donc j'ai envie de dire que du côté des lauréats, il y a quelque chose de spécial qui se passe, puis Esteban Gauthier permet à son équipe d'y croire à chaque match. Donc, on s'entend que si Alma et Saint-Hyacinthe se retrouvent en série, ils ne seront pas contents de voir Esteban Gauthier entre les poteaux pour chacun de ces matchs-là. Alma, c'est spécial quand même. Depuis le 22-28 octobre, la dernière fois qu'ils ont répété 2 victoires de suite, depuis ce temps-là, au mois de novembre, en fait, depuis, là, ça commence même le 29 octobre. On alterne victoire-défaite. On n'arrive pas à coller les victoires. Pourtant, on a une bonne équipe, on a quelque chose de solide, mais on n'arrive pas à coller les victoires. Est-ce qu'il y a une explication? Tu penses à ça? Qu'est-ce qui peut donner une idée de ça? Parce que quand même, écoute, on perd un match contre les Gaillards d'Abitibi-Témiscamingue. La fois d'après, la semaine d'après, on s'en va battre Champlain-Saint-Laurent. On perd contre André Laurando. On gagne contre Sorel-Tracy. On perd contre Saint-Hyacinthe, comme tu as mentionné. On gagne contre Lionel Group. Là, on repart contre Saint-Hyacinthe. Donc, c'est pas une question de on gagne contre les adversaires plus faibles, puis on bat. On gagne contre les adversaires plus faibles, puis on perd contre les plus forts. Non, on mélange tout ça. Donc, on est capable de jouer contre tout le monde. Il y a une forme d'inconstance, je ne sais pas, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à coller les victoires. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on oublie que les Janois vivent une reconstruction. On a des nouveaux joueurs, on a une équipe qui est jeune, puis ça peut expliquer le manque de constance au niveau des performances pour une équipe qui a beaucoup de recrues dans son alignement. C'est sûr que du côté des Janois, on va vouloir rectifier le tout, mais il ne faudra pas partir en peur. Je ne pense pas que c'est le temps de se remettre en question du côté de la formation de Pascal Hudon, qui en ce moment font très très bien dans le début de ce cycle-là. C'est sûr que quand on regarde les performances, comme tu l'as mentionné, on a perdu 2 fois contre les Lauréats de façon consécutive. Ça s'est beaucoup moins bien passé lors du 2e match en moins de 7 jours. Donc, il y a certainement quelque chose qu'il va falloir retravailler du côté d'Alma. On va retrouver notre centre Mario Tremblay. On va voir beaucoup plus de stabilité, que ce soit dans nos activités avec l'horaire d'entraînement. On a été envoyé à Métabetchouan, à Robertval. Donc, j'ai envie de dire que peut-être cet élément-là de ne pas être à domicile à chaque fois, de devoir faire beaucoup de voyagements, va peut-être rentrer en compte durant le mois de novembre, qui peut être un peu plus difficile pour certaines équipes qui voyagent beaucoup. Mais du côté d'Alma, comme on le dit, c'est une équipe qui est jeune. Ils vont apprendre de leurs erreurs. Puis encore là, de les voir dans le top 4 à ce temps-ci de l'année, je pense que c'est déjà une mission qui est accomplie du côté de Pascal Hudon. Je voulais te parler aussi de La Flèche en fin de semaine, pas passé, l'autre d'avant. 2 victoires, dont une de 4-0 contre André Laurando, une autre de 7-3 contre Sainte-Foy. Superbe fin de semaine. En fin de semaine, on vient de parler là, du match justement contre Sorel-Tracy, la défaite de 3-0. On a obtenu seulement 14 lancés. Mais La Flèche demeure une équipe qu'il faut toujours garder à l'œil. Oui, ils sont 8e. Là, on parlait du top 7. Eux sont 8e actuellement. Mais de les voir battre des équipes de haut classement démontre justement leur capacité. Puis on en a parlé régulièrement comme quoi c'était une équipe difficile à affronter. À quel point La Flèche est capable, d'après toi, de passer à l'étape supérieure puis se mettre à gagner avec plus de régularité et peut-être justement se positionner parmi d'aller dans la bataille, si on veut, là, pour une plus haute place au classement. Tristan a souvent mentionné ou même voir vanter la structure qu'on a du côté de La Flèche. Puis quand on est en mesure de jouer des matchs structurés, de rester dans notre plan de jeu, les Dragons sont très difficiles à affronter. Surtout qu'on peut compter sur un Alexis Cournoyer qui fait très bien, puis c'est l'élément clé de cette formation trifluvienne. On a une attaque qui marque beaucoup moins de buts qu'auparavant. On a eu beaucoup de départs, mais comme tu l'as mentionné, on a quand même été en mesure d'inscrire 11 buts le week-end dernier. Une victoire par blanchissage face à André Laurando qui avait peiné à générer des occasions de marquer. Donc, défensivement, la structure des Dragons est très étanche. Puis, face à Sainte-Foy, c'est l'attaque qui a été en mesure de mettre des buts. Mais pour en revenir à ce qui se passe du côté de La Flèche, je pense que lorsqu'on peut jouer des matchs à bas pointage, on va sortir de ces matchs-là
avec l'ascendant, selon moi. On a une structure qui laisse beaucoup moins de chances de marquer à l'adversaire. On a des gardiens de qualité, Cournoyer et Gélina, qui forment même, selon moi, l'un des meilleurs duos de gardiens. On a un gardien qui est vétéran, une recrue sensationnelle. Puis, petit à petit, on sent que l'attaque semble trouver des repères aussi. On a des duos qui semblent se former, des trios un peu plus réguliers qui fonctionnent de mieux en mieux. Donc, pour moi, la Flèche va être une équipe qui va être difficile à affronter à chaque fois. On peut certainement un peu les voir comme une équipe de milieu de tableau depuis le début de la saison, mais ça va être difficile pour eux certainement de vouloir atteindre le haut du classement. Mais pour moi, la Flèche, ça va être une équipe qui va être à surveiller si on est en mesure de rester dans notre structure puis jouer dans nos dominantes. D'ailleurs, on va avoir un beau test en fin de semaine prochaine parce que vendredi soir, la Flèche est à Thetford. Donc, évidemment, on en parle sans arrêt. Affronter Thetford, c'est affronter Thetford, surtout chez eux. Mais donc, un gros test pour eux autres. Mais on affronte aussi Saint-Hyacinthe dimanche prochain à Trois-Rivières pour la Flèche. Ça va être un match qui va être vraiment intéressant à suivre. Surtout quand on a vu comment Saint-Hyacinthe a travaillé en fin de semaine, leur grosse victoire justement de 6-0. Ça va être intéressant de voir ce que Saint-Hyacinthe va faire contre la Flèche. Puis c'est des matchs qui sont parfaits pour la Flèche. On a eu des duels qui sont assez serrés entre les deux formations. Lors des deux matchs, on a une victoire de chaque côté. On a 6 buts de marqués pour Saint-Hyacinthe, 5 pour la Flèche. Donc, ça va être un match qu'on va voir qui sera en mesure de faire la différence. C'est sûr que j'ai hâte de voir les gardiens de but qui seront d'office pour ces matchs. On a des excellents gardiens de part et d'autre. L'avantage numérique de la Flèche qui n'est pas à sous-estimer aussi. S'il y a une facette que les Dragons excellent, c'est les unités spéciales. On a un excellent avantage numérique. Il y a des avantages numériques qui va quand même très bien aussi. Puis lorsqu'on est en mesure d'éviter le banc des punitions, la Flèche à 5 contre 5, c'est très difficile de leur donner, de faire des occasions de marquer dans leur territoire. Puis du côté de Saint-Hyacinthe, on voudra continuer sur notre bon travail qu'on a fait à Alban. On voudra confirmer notre bonne forme. Puis eux aussi sont au cœur d'une chaude lutte pour les positions 7 à 4. Donc, je pense que chaque point est important durant le mois de novembre. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va être en mesure de voir lors de ce match. On a une assez grosse fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Là, on vient de parler des matchs impliquant la Flèche, mais je pense à Outaouais contre André Laurando. J'imagine que ça va faire partie des sujets lors d'un prochain podcast. Outaouais, on l'a mentionné, 3 défaites contre Thetford, mais André Laurando qui ne jouait pas en fin de semaine passée avec ses 2 défaites la fin de semaine précédente. Là, on va se retrouver avec 2 équipes à la recherche absolument d'une victoire. Fait que j'imagine que l'intensité, on n'a pas besoin de chercher loin. On va la trouver à l'Arena Silvio Manta, c'est sûr. C'est sûr que le Boomerang va attendre de pied ferme les Griffons. Je ne serais pas étonné de voir beaucoup d'intensité, comme tu l'as mentionné dans ce match. C'est toujours des matchs à gros enjeux entre l'Outaouais et André Laurando. J'ai même envie de dire qu'il y a une certaine rivalité depuis quelques années. Puis, ça va être aussi une belle histoire de voir Samuel Kimmerly, l'ancien défenseur des Griffons du Cégep de l'Outaouais, qui a décidé de continuer son développement avec le Cégep André Laurando, étant donné qu'il y a un programme de golf qui est excellent, puis c'est un joueur qui performe dans les 2 sports. Ça va être son 2e match dans l'uniforme du Boomerang. Il va affronter son ancienne équipe, l'équipe pour laquelle il avait remporté le championnat lors de la saison inaugurale. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va venir hanter son ancienne équipe ou bien c'est les Griffons qui vont avoir raison de celui-ci? Mais ça va être un moment spécial, c'est sûr. Mais pour en revenir sur ce match, je pense que lors du premier match, les Griffons avaient été en mesure d'aller chercher ce match-là 4-3 face à André Laurando. Puis, ça va être à voir comment le Boomerang va réagir. C'est sûr qu'on voudra aller chercher des points importants. Le Boomerang qui est dans la course pour ce premier rang au classement. Les Griffons qui, eux, connaissent des moments un peu plus difficiles. Donc, ça laisse place à beaucoup d'intensité dans ce match. Puis, j'ai hâte de suivre ça du côté de Silvio Manta. Mais sur les 12 matchs de la fin de semaine, je pense, à mon avis, que le match à suivre va être quand même celui entre les Filons et les Lions de Champlain-Saint-Laurent samedi à 14h. Comment tu entrevois ce match? J'ai l'impression que Champlain-Saint-Laurent, c'est sur un momentum. Oui, Thetford a gagné ses matchs, là, mais Champlain-Saint-Laurent me semble, là, on dirait, sur une belle lancée. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Et c'est à Champlain-Saint-Laurent, à l'Arena des Deux Glaces. Donc, j'ai envie de donner un avantage aux Lions, mais je ne sais pas comment vois-tu cet affrontement au sommet.
Thetford avait remporté le premier match entre les deux équipes 4-2. Maintenant, comme tu l'as mentionné, j'ai aussi envie de donner l'avantage aux Lions dans ce match. Et Lyon qui, pour moi, ont joué un week-end excellent. Du côté de Thetford, cependant, on a eu plus d'adversité. Est-ce qu'à ce temps-ci de l'année, ça va entrer en compte? Je ne suis pas sûr, mais ça va être un match qui est le plus intéressant à suivre, c'est sûr. On a d'une équipe qui, du côté de Thetford, est expérimentée. On ne cesse de mentionner les noms de Philippe Boulet, Mathis Dufour, Nathaniel Aubert, Justin Dufour, Gabriel Chapdelaine. Puis du côté de St. Lawrence aussi, on a des joueurs qui vont être en mesure de faire la différence dans ce match. Hâte de voir comment Bello et Chabot vont se comporter face à une équipe qui va pas vouloir les laisser passer. On a une défensive étanche du côté de Thetford. Donc, ça laisse place à un jeu d'échecs entre les deux entraîneurs. Ça va être le match à suivre, c'est sûr, du côté de Val-Bélair. Ça va être samedi à 2h. Mais pour moi, comme tu l'as mentionné, ça va être un match intéressant qui va sûrement être serré, mais étonnez-vous pas s'il y a des buts en avantage de Béric. C'est deux excellentes équipes en unité spéciale. Puis du côté de Thetford, on vient d'avoir 3 matchs consécutifs parce qu'on a inscrit des buts en avantage numérique du côté de St. Lawrence aussi. Donc, ça va être un match très intéressant. Puis j'ai hâte de voir aussi le duel de gardiens de but entre ces deux formations. Ben c'est la question que j'allais te poser justement par rapport au nombre de buts. Est-ce que tu t'attends justement à une pétarade ou parce que oui, serré, on est obligé de s'attendre à un match serré. On ne peut pas le prévoir à 100%, mais on peut s'y attendre. Est-ce que quand même on s'attend à un festival offensif ou malgré tout, on va devoir se concentrer sur la défense? J'imagine que les deux entraîneurs vont quand même demander à leurs joueurs de faire attention à cet aspect-là parce que ça peut dégénérer assez vite. Ça pourrait certainement aller de tout bord, de tout côté. Mais pour moi, j'ai envie de dire qu'on va peut-être assister à beaucoup de buts. Je ne sais pas si c'est mon feeling du côté de Thetford. On a marqué beaucoup de buts récemment. Du côté de St. Lawrence, beaucoup encore plus. Est-ce qu'on sera en panne? Je ne pense pas. On a encore des buts en banque, mais je m'attends à peut-être un match de 5-4, voire même 6-5. Un match enlevant, un match intéressant là, pour ces deux équipes-là. Excellent. Fait que ça va être. Si vous avez un match à suivre en fin de semaine à choisir, c'est probablement effectivement celui-là. Sinon, bien évidemment, si vous avez une équipe préférée, allez-y. Mais franchement, moi, Thetford, Champlain, St. Lawrence, je vais assurément avoir un œil là-dessus. Question de regarder tout ce talent parce que tu l'as mentionné, les Chabot, Bello, Dufour, Aubert et compagnie devraient pouvoir nous en mettre plein la vue. Denzel, un gros merci. On a évidemment beaucoup de hockey collégial à se mettre sous la dent la semaine prochaine. Fait qu'on on va regarder ça. Et puis, évidemment, on aura fort probablement le retour de Tristan pour se faire une belle idée. Et, je le rappelle, revenir sur l'affrontement entre les Griffons et le Boomerang, qui sera assurément bien débattu entre vous deux. Ah, c'est sûr, j'étais censé faire le voyage avec les Griffons, mais malheureusement, j'ai un empêchement. J'aurais décrit le match avec Tristan. Ça aurait été un beau moment, mais c'est sûr que j'ai hâte d'en parler sur le bulletin sportif, ça c'est sûr. Excellent, merci. Ça va être un rendez-vous. À bientôt. À bientôt.